Donc, d'abord, je me présente, je m'appelle Marie-Lise Racine. J'ai fait un doctorat à l'Université Laval au Québec en co-tutelle internationale avec l'Université d'Aix-Marseille en France. Et je suis actuellement chercheur visiteur à l'Université libre de Bruxelles, donc dans un volet plus post-doctoral, donc dans la poursuite un peu des recherches que je faisais. Et ces différentes recherches ont été menées en sciences historiques et de manière plus spécifique là, en histoire coloniale. Néanmoins, l'objet de mon intervention aujourd'hui sera plutôt un partage de réflexions issues de mon expérience dans ces différentes institutions, dans les différents États et continents que j'ai visités en tant que jeune chercheur et étudiante. Donc, je vise vraiment là, à essayer de contribuer aux réflexions quant à l'enseignement des méthodologies au cycle supérieur dans les sciences historiques, mais de manière plus large en sciences humaines et sociales pour les programmes qui ont des volets vraiment plus axés sur la recherche. Et aussi, je voulais peut-être disons, vous partager une certaine réflexion entourant la vulgarisation scientifique dans le nouveau contexte informationnel où nous nous trouvons, qui est tout de même assez différent de ce qu'ont vécu, disons, les générations d'historiens précédents. Donc, pour ce faire, je vais faire un bref état de la situation pour un peu situer les choses et je ferai là, quelques propositions de pistes d'action en ce sens. Donc, la méthode historique telle qu'elle est enseignée en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, repose bien souvent sur l'analyse qualitative de l'archive et on va diviser de manière plus globale la méthode entre l'analyse de discours ou de contenu et selon l'objectif de l'étude choisie et la posture épistémologique. Mais par la suite, ça peut se décliner là, en variantes de méthodes qualitatives là, assez précises et assez variées. Néanmoins, les discussions méthodologiques que l'on retrouve dans l'enseignement à la maîtrise et au doctorat portent principalement sur le choix du matériel archivistique retenu et son adéquation avec l'objet de recherche. Donc, on s'interroge davantage à qu'est-ce que l'on interroge plutôt que comment est-ce que l'on va traiter ce que l'on interroge par la suite pour en produire des résultats intéressants. Donc, ça m'amène à mon premier point de l'état de la situation. Donc là, vous voyez que je ne suis pas très assidue sur le PowerPoint. C'est un de mes défauts, mais je vais essayer là, de garder la main pour ne pas vous perdre. Donc, un premier élément de l'état de la situation, il s'agit de la perception de la méthode historique. Donc, cette méthode est souvent perçue par les non-historiens comme une simple lecture de documents poussiéreux qui n'attendent tout simplement qu'un historien pour être révélé. Donc, la subjectivité inhérente au travail interprétatif en histoire peut alors être le centre vraiment d'une contestation de la validité même de nos résultats lorsqu'on présente nos résultats de recherche dans différentes plateformes, mais souvent, et lorsqu'il s'agit d'une présentation à un public non historien et plus largement non formé aux méthodes qualitatives. Donc, la différence pour un néophyte entre une opinion sur l'histoire et une interprétation historique basée sur la recherche peut être difficile à déterminer ou à trancher lorsqu'il s'agit vraiment d'une diffusion à large public et plus spécifiquement, en tout cas, je traiterai plus spécifiquement dans cette présentation lors de la vulgarisation scientifique par l'utilisation de plateformes comme les médias sociaux, notamment Twitter. Et on peut aussi ajouter à cela qu'il y a le phénomène de fausses nouvelles qui a débuté il y a quelques années,
qui ajoute un peu à à cette ombre au tableau qui peut être vraiment là, un objet de mise en cause des résultats de recherche. Le deuxième point entourant là, cet état de la situation, il s'agit vraiment de la vulgarisation scientifique, mais aussi la vulgarisation scientifique dans un contexte de professionnalisation du métier d'historien. Donc, les jeunes chercheurs sont amenés de plus en plus à vulgariser leurs recherches sur différentes plateformes et à différents publics. Ça implique qu'ils doivent investir, eux aussi, des espaces publics de diffusion comme les médias sociaux avec lesquels ils sont habitués à entrer en contact pour des raisons sociales et non pas scientifiques. Ils y soumettent leurs interprétations de faits historiques à un public parfois non connaisseur, mais aussi souvent peu familier avec la méthode utilisée pour s'assurer de la validité des résultats de recherche. Donc, à l'ère des fausses nouvelles, et bon, vous pourrez faire aussi le lien avec un certain accaparement de l'histoire pour des fins de mémoire ou de justification politique qui interviennent ponctuellement. Là, on en a eu un bel exemple hier avec le président Poutine et son défilé, disons, pour souligner la victoire de l'armée de l'URSS sur les nazis en 1945. Donc, on a cette utilisation de l'histoire pour des justifications politiques. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit difficile pour des citoyens ordinaires ou pour des étudiants qui sont, disons, qui sont très tôt dans leur démarche là, d'appréhension de la discipline historique, de déterminer si les informations soumises sur des plateformes comme Twitter ont un fondement scientifique ou non. Et ce qui est le plus à risque, c'est que les fausses informations côtoient les informations également scientifiquement fondées sur ces plateformes avec les mêmes paramètres, disons, de mise en valeur. Il semble donc d'autant plus dangereux que les recherches menées par les jeunes chercheurs soient perçues comme fondamentalement subjectives et donc dénuées de fondements scientifiques, alors qu'elles s'appuient sur une méthode rigoureuse qui a fait ses preuves. Donc, étant donné que l'histoire en tant que discipline est et sera toujours, en tout cas à mon avis, à risque de la critique de la subjectivité, il est essentiel, à mon avis, de former la relève historienne aux méthodologies qualitatives, mais surtout de les outiller à investir les espaces publics. Donc, qu'ils ne soient pas nécessairement simplement poussés vers ces plateformes en leur soulignant à quel point il pourrait y avoir de la visibilité, sans nécessairement derrière s'assurer que ça se fasse de manière à ce que le bon message soit transmis. Donc, ce besoin est aussi alimenté par une double réalité. Donc, d'une part, il y a la professionnalisation du métier d'historien. C'est lié aussi au fait qu'il y a très peu de postes dans les universités disponibles et où il devient très courant de rencontrer des historiens freelance par lesquels les moyens de communication comme Twitter sont de très bonnes vitrines pour se vendre eux-mêmes et leurs services. Et d'autre part, un contexte informationnel très, très différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc, ça m'amène maintenant à mes pistes de réflexion pour un peu essayer de faire en sorte qu'on s'arrime un peu mieux à cette nouvelle réalité. Voilà. Donc, un des premiers points qui pourrait être intéressant à disséquer. Je vous inviterai là, dans vos questions peut-être à poser des questions à ce sujet ou sur d'autres volets d'ailleurs de mon intervention. Mais c'est qu'il y a un problème avec la scolarité en fait des deuxième et troisième cycles puisqu'elles sont fondamentalement les mêmes à la maîtrise et au doctorat. Donc, elles ont pour objectif de mettre sur les rails les projets de recherche.
en suivant un calendrier universitaire régulier, donc soit en 4 ou 8 mois selon les programmes. Et pour ce faire, les enseignants doivent procéder à des évaluations régulièrement. Donc, du moins, c'est davantage le cas dans les universités au Québec. Cependant, il y a des différences importantes entre un cours régulier ou un séminaire et les séminaires doctoraux ou de maîtrise qui doivent accompagner les jeunes chercheurs ou les étudiants dans cette recherche. Pourtant, ce cadre persiste, ce qui limite vraiment les possibilités des enseignants à s'attarder à explorer les différentes méthodologies, notamment associées aux disciplines connexes et complémentaires de l'histoire, comme l'ethnologie et les sciences politiques. Donc, il semble que les séminaires aient vraiment le potentiel de devenir autre chose, puisque justement, on parlait d'innover, mais de tout de même innover en gardant, là, disons, des cadres bien établis, puisque des gens ont réfléchi au programme. Donc, il faut tout de même tenir en considération que cette première année de scolarité est importante pour créer les fondements de la recherche. Et ce que je propose aujourd'hui, ce serait de profiter de ces espaces pour en faire de réels laboratoires d'expérimentation de méthodologie. Donc, je plaide pour que la formation des maîtres et des docteurs en histoire, mais ça peut s'appliquer à d'autres disciplines, puisse aussi comprendre des espaces encadrés par des professeurs de différents horizons. Donc, maintenir ce cadre formel, mais qu'il soit non contributoire à la moyenne. Et là, ça renvoie à une question peut-être un peu plus large que d'autres pourront explorer, mais c'est la question de, au final, qu'est-ce qu'on évalue à ce moment-ci? Donc, est-ce que ça vaut la peine d'évaluer alors que le projet n'est pas encore mis en route? Donc, dans ce type de séminaire, non seulement pourrait-on présenter les différentes méthodologies et les théories qui les soutiennent, ce qui est le cas en ce moment, mais on pourrait aller plus loin. Donc, on pourrait aussi faire en sorte que les étudiants puissent manier et expérimenter les méthodologies, ou du moins avec un échantillon de corpus restreint. Et je tiens à souligner que cette expérimentation-là est rendue possible ou, disons, est de plus en plus disponible en raison du fait qu'il y a des progrès important au niveau de la numérisation des archives, donc du matériel de l'histoire, mais aussi des nouvelles technologies. Donc, on pourrait vraiment profiter de ces avancements technologiques pour faire en sorte que les étudiants puissent vraiment là, mettre les mains à la pâte et explorer en quoi ces différentes méthodologies peuvent ou non convenir à l'objet de recherche qu'ils souhaitent appréhender. Le second point, et je l'ai intitulé le « outiller pour mieux diffuser », mais au final, voilà, ma seconde piste de réflexion, c'était de s'attarder justement à cette présence sur les réseaux sociaux. Elle est importante, elle est voire essentielle pour les historiens qui iront dans un processus de professionnalisation, donc vers là, vraiment une carrière plus de conférencier, etc. Donc, la question se pose, comment est-ce que ces laboratoires que je propose pourraient contribuer à ce que les jeunes chercheurs se déploient de manière sécuritaire, je vais employer ce mot-là, mais disons sans craindre nécessairement une critique liée à la subjectivité de leur méthode et une remise en cause de la fiabilité de leur recherche. Donc, il ne s'agit pas là, disons, de multiplier les cadres d'analyse ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, à mon avis, la clé réside dans le fait d'inciter les jeunes chercheurs à expliquer leur méthode au public, donc de diffuser autant sur la méthode, sinon plus, que sur les résultats. Donc, certes, on perd un peu d'espace de diffusion pour les résultats, mais les résultats que l'on diffuse seront bien compris.
Donc, en ce sens, ce serait même très intéressant pour les personnes qui ne sont pas familiers avec la méthode historique d'en voir un peu ce que j'appelle les coulisses. Donc, d'être exposé à la démarche des historiens, aux archives, aux trouvailles que l'on peut faire, disons, au gré des heures et des heures d'épouillement de documents. Mais un point essentiel, c'est vraiment qu'en exposant clairement la méthode utilisée, la démarche, les archives utilisées, les raisons pour lesquelles on choisit telle ou telle archive, on va faire en sorte que cette méthode qualitative, souvent jugée rapidement en raison de son caractère plus interprétatif ou subjectif, va être considérée ou va être, disons, reconsidérée par différentes personnes ayant des bagages très, très différents et vont pouvoir être familiarisés avec ce qu'impliquent en fait les choix que les historiens font dès le choix de l'angle, de l'objet en même, au cœur là, de la recherche. Et une autre des clés importantes serait de vraiment bien contextualiser les exemples, les études de cas dans une lame de fond de l'histoire ou même, disons, de les situer dans de grandes transitions économiques, politiques, sociales, culturelles ou même dans l'émergence d'un phénomène. Par conséquent, lorsqu'on déploie des argumentaires qui replace l'anecdotique dans le paradigmatique, alors on arrive à faire en sorte que la trame historique proposée fasse sens au-delà de l'étude de cas précis soumis au public. Donc, en somme, en diffusant les coulisses de cette méthode, en démontrant la portée de l'étude, et en contextualisant les résultats de recherche, le public, à mon avis, pourrait être plus à même de considérer ces analyses qualitatives comme étant fondées et fiables et pourront peut-être même déclencher chez eux des réflexes de questionnement, à savoir, est-ce que mes autres sources d'informations concernant ce que je lis au quotidien sont elles aussi fiables? Donc, on arrime aussi disons, cette diffusion dans une conception plus large de la vocation de l'histoire, puisque l'histoire sera, à mon avis, toujours présente. Mais ça permet, voilà, d'avoir un pas d'avance sur ces réseaux. Donc, en conclusion, la formation méthodologique qualitative telle qu'elle est performée dans une université se borne souvent à la préparation du candidat à la poursuite du programme de maîtrise et de doctorat avec tout ce que cela implique, notamment au niveau des évaluations. En tant que jeune chercheur, des espaces qui ne sont pas soumis à l'évaluation gagneraient à être instaurés afin d'exercer les jeunes chercheurs et les étudiants aux méthodes, à différentes méthodes, lesquelles seraient ensuite réinvesti dans davantage d'attention lors de la présentation des résultats dans l'espace public et notamment sur le phénomène de Twitter, puisque en ce moment, c'est une plateforme qui est de plus en plus investie par le public scientifique. Donc, je crois que j'ai bien rentré dans mes 20 minutes, 25 minutes. Parfait, oui. Très bien. Peut-être on pourra laisser la place à d'autres précisions au gré des questions.